Bonjour tout le monde, merci d'être là et bonjour à tout le monde qui se joint à nous de chez eux. Donc, bienvenue au troisième jour de NTL Connect présenté par Printemps Numérique, édition 2022. Ce matin, on parle du thème de la résilience et le futur de la ville. Donc, j'ai le plaisir ce matin de vous présenter votre intervenant qui parlera du sujet de réconcilier qualité de l'air et mobilité sans réinventer la ville. Donc, votre intervenant aujourd'hui est présentement EVP en innovation stratégique, Smart Data et partenariat du groupe Lacroix. Et il est expérimenté dans les technologies et les marchés émergents. Il s'intéresse aussi à l'Internet des objets connectés industriels, l'IA, la data, la ville intelligente et bien sûr beaucoup d'autres sujets. Donc, sans plus tarder, en tout cas, on souhaite la bienvenue, s'il vous plaît, à notre intervenant, Monsieur Stéphane Gervais. Merci, merci. En tout cas, je suis très content d'être ici sur un sujet qui nous intéresse tous. En tout cas, j'espère, la pollution et la qualité de l'air. Je suis très content d'être là. C'est ma 4e édition sur MTL Connect. Un événement qui me tient vraiment à cœur. Et vous allez comprendre pourquoi à travers ce sujet-là. Alors, réconcilier qualité de l'air et mobilité, est-ce que c'est réconciliable? Et j'aimerais qu'on puisse en parler un petit peu ensemble. D'abord, qui est Lacroix, le groupe Lacroix. Je vais juste quand même vous montrer d'où on vient. On est une ETI internationale d'origine nantaise qui a à peu près 5300 personnes. On est vraiment au service des usages clients autour de l'électronique, autour des objets connectés, mais aussi surtout sur tout ce qui est équipement pour les villes, pour les métropoles, pour les territoires autour des réseaux d'eau, de la gestion des réseaux d'eau, de l'éclairage public, de la mobilité, mais aussi tout ce qui est smart grid, entre autres. Voilà, c'est qui on est, d'où on vient. Ça vous expliquera un petit peu aussi ce que l'on arrive à faire et pourquoi on le fait. Plus, on va dire, de notre côté, du côté innovation, on a effectivement une équipe d'innovation que j'ai le plaisir de pouvoir sponsoriser, comme on dit. C'est une équipe avec 2 missions. La première, c'est bien sûr de catalyser l'innovation, donc catalyser au sens de tout, dans tous les sens du terme. On n'est pas là pour innover nous-mêmes, on est là pour aider à innover nos collègues, mais aussi des collectivités, ainsi que d'autres sociétés extérieures. Et on est aussi là pour explorer des nouveaux types de services, des nouveaux cas d'usage, notamment autour de la mobilité, de l'éclairage public, mais aussi des objets connectés. 10 millions, et c'est énorme, 10 millions, on est d'accord, de décès. C'est même gigantesque, et 10 millions de décès, ce sont en fait, via une étude qui est parue il y a très peu de temps, les chiffres étaient beaucoup moins, on va dire en sous-inflation avant, mais 10 millions, c'est le nombre de décès qui sont dus directement ou indirectement à la pollution de l'air. En France, c'est à peu près 30 000 personnes qui meurent chaque année. Au Canada, vous avez le même problématique, mais autour des métropoles. Bien sûr, le territoire n'est pas le même, mais Ottawa, Montréal et autres, vous savez, entre 20 et 30% du temps où l'air est à une qualité qui n'est pas la qualité, on va dire, supportable, en tout cas qui n'est pas la qualité recommandée. Donc c'est un vrai sujet énorme qui n'est pas que sur les grosses métropoles. Pour information, des métropoles comme Angers, Nantes, pareil, 20-30% du temps, la qualité de l'air n'est pas au niveau recommandé. Donc c'est un vrai problème, mais qui n'est vu que indirectement. Si on regarde dans la pollution de l'air, vous avez bien sûr l'industrie, vous avez aussi tout ce qui est centrale à charbon, par exemple, aussi, etc. Mais ce qui a été vu, c'est que le trafic routier est numéro 1 dans cette source de pollution, et notamment sur les particules fines, les 2,5, et tout ce qui est aussi dioxyde d'azote. Donc c'est numéro 1, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire sur cette partie de la mobilité. Donc ce n'est pas la seule, bien sûr, contributeur de la pollution de l'air, mais c'est un des contributeurs majeurs. Sachant que si on regarde un petit peu, alors désolé, c'est ma seule présentation en anglais, je n'ai pas pu traduire complètement, c'est le dernier rapport sur les objectifs d'émissions de CO2
des transports. Et comme vous voyez en fait là-dessus, c'est que sur ce qui est fait en partie industrie, partie bâtiment, etc., il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et on est sur une trajectoire qui converge vers en fait la réduction de l'impact. Mais comme vous voyez, sur la partie transport, bah, on est très très loin du compte. Et les efforts qui vont être qui vont devoir être faits sont encore, on va dire, sous-estimés et on est très très loin en fait du compte. Donc là, on a un vrai enjeu de comment est-ce que les transports vont arriver enfin en fait à diminuer et à converger vers une limite pour éviter effectivement l'impact de ces transports. Changer les villes, effectivement, c'est ce qu'on essaye de se dire. On se dit qu'effectivement, comment est-ce qu'on va arriver à inverser ces problématiques mobilité? Je parle vraiment aujourd'hui, vraiment la mobilité, impact de la mobilité en particulier. Comment est-ce qu'on va y arriver? Un des éléments qui à mon avis, pourrait le faire, c'est bien sûr, on réarchitecture toute la ville. Parce que l'architecture des villes, aujourd'hui, est faite autour de la mobilité des voitures. Et soit on refait une ville complètement verte, on va dire, où on donne accès en priorité aux piétons, aux cyclistes, aux mobilités douces, aux transports en commun. Et en fait, la voiture individuelle devient aussi un accessoire ou est partagé et autres. C'est quelque chose qui est envisageable. Mais aujourd'hui, sur nos villes, en fait, et surtout en Europe, un petit peu moins peut-être dans l'Amérique du Nord, c'est des villes qui sont tellement anciennes qu'il faudrait complètement on va dire, presque les détruire, un peu ce qu'a fait Haussmann d'ailleurs à Paris, pour pouvoir en fait les reconstruire autour de cette mobilité verte. Et encore, quand je parle d'Amérique du Nord, elles sont moins anciennes, mais elles ont été encore faites encore plus pour les véhicules, même si j'étais encore surpris. Montréal, vous avez fait beaucoup d'efforts sur la partie vélo, et je vous en félicite. Comment faire donc pour réconcilier cette partie mobilité? On ne va pas arrêter de prendre des véhicules individuels, on ne va pas arrêter on va dire, de se déplacer et d'avoir un air en tout cas plus respirable. On va essayer de voir ensemble. Depuis quelques années, on y travaille. Je vais vous montrer nous ce qu'on a arrivé à faire et ce qui reste à faire. Et je ne dis pas que c'est la solution. Donc, on s'est dit qu'effectivement, pour agir maintenant, diminuons d'abord les pics de pollution, parce que vous avez la pollution récurrente, et vous avez aussi les pics de pollution. Et la pic de pollution, en fait, c'est celle-ci qui a le plus d'impact sur la santé. Donc si on diminue ce pic de pollution, on diminue déjà le nombre de victimes qui sont liées directement à la pollution. Donc pic de pollution, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable en fait de répartir la pollution potentielle sur une temporalité qui ne soit pas une temporalité, on va dire, restreinte, mais sur, on va dire, plus de temps. Ce qu'on a proposé et ce qu'on a étudié, et je vous montrerai aussi ce qu'on a expérimenté, c'est en fait de se dire la ville telle qu'elle est, on ne va pas la réinventer, ou pas maintenant. Il y en a d'autres qui vont le faire. Nous, on n'est pas capable de le faire, et deux, de toute façon, ça demandera tellement en fait d'investissement et de changement de modèle qu'on va faire les choses différemment. C'est-à-dire, on va utiliser ce qui existe aujourd'hui. On utilise en fait chaque carrefour pour pouvoir les équiper en fait de capteurs intelligents. Alors, les capteurs intelligents, c'est des caméras avec, et je vais vous montrer un petit peu, avec de l'intelligence artificielle embarquée, qui permettent en fait de détecter le type de mobilité. C'est-à-dire si c'est un cycliste, un piéton, un transport public. On a même la possibilité de voir si c'est une ambulance ou des pompiers ou la police, et de pouvoir en fait utiliser les compteurs de feu pour pouvoir donner la priorité au type de mobilité que l'on veut prioriser, soit des piétons, soit des transports en public, ou soit on laisse tout le monde passer dans ce qui se fait aujourd'hui s'il n'y a rien qui se fait. Ça, c'est des choses qu'on fait déjà, et on va vous le montrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en plus? C'est de dire, on mesure la qualité de l'air, on a des modèles prédictifs qui vont nous dire quelle sera la pollution de l'air en fonction de la mobilité, et on utilise en fait ce modèle prédictif pour pouvoir asservir ce type de micromobilité. Et donc là, on est capable en fait de pouvoir diminuer, même presque d'éliminer les pics de pollution, parce qu'on sait effectivement quel type de mobilité on a en macro, et on arrive en fait à la contrôler en micro. Je vais vous embarquer un peu plus dans ce qu'il y a dans les détails.
Alors ça, c'est une aventure qui a démarré à Rennes. J'ai mis des amis à Rennes, ici. Ça a démarré à Rennes et je vais vous montrer sur quoi. Et c'est des choses qu'on a commencé à déployer en France, ville de Paris par exemple. Et on va un peu plus loin maintenant, on va en Hollande, enfin, sur la partie, sur des territoires qui ont besoin en fait de cette régulation un petit peu plus discriminatoire sur le type de mobilité. Rennes, c'est ce qu'on a pu faire il y a quelques années en fait. On a pu développer la première façon de détecter le type d'usager, mais d'une façon conforme à la RGPD. Donc la RGPD, vous en avez aussi à Montréal, enfin en tout cas au Canada. C'est-à-dire qu'on utilise des caméras où l'intelligence est au niveau des caméras. Donc ce que l'on peut communiquer, c'est un fichier texte, on ne communique aucune image, et on va dire la boucle de réaction et d'utilisation de ces fichiers sont faites au niveau local du contrôleur. Donc on met les caméras au niveau des contrôleurs, ces caméras envoient en fait des commandes au contrôleur et renvoient des fichiers texte sur le nuage numérique, comme vous l'appelez gentiment ici, qui permet en fait au contrôleur de gestion de savoir ce qui se passe, mais d'un point de vue juste textuel. Combien de voitures, combien de piétons, combien de cyclistes. Donc ça, c'est la première expérimentation qui a duré quelques temps et qui a permis, avec Rennes Métropole, de pouvoir en fait confirmer l'intérêt de ce type de micro-mobilité intelligente et qui nous a permis d'aller un peu plus loin. Donc là, c'est un petit peu ce que vous voyez. Donc l'image, c'est une image, on va dire, du plan de feu, et c'est en fait les points. Ce sont des points qui ont été remis en fonction du fichier texte qui a été transmis. Donc on a pu aller un peu plus loin. Là, c'était ce qu'on a fait à Paris. À Paris, en fait, on a utilisé ce type de caméra avec d'autres partenaires comme Wintix et Mercura pour pouvoir les installer sur quelques comptoirs de feu dans le 13e afin de protéger les cyclistes et les piétons qui sont en fait sur une traversée un peu dangereuse. Au moment où en fait ils arrivent, on voit l'intention, parce qu'on arrive à voir l'intention aussi du type d'usager, et en fonction de l'intention de ces on va dire mobilités douces mais à risque, arriver à leur donner la priorité au feu, mais aussi prévenir les véhicules qui a effectivement une traversée de piétons ou une traversée de vélo un peu dangereuse. Donc ça, c'était vraiment pour la partie protection aussi, en plus de la partie gestion de la mobilité en fonction du type de mobilité. D'où notre dernier, on va dire, imagination, parce qu'on ne l'a pas encore mis en œuvre, mais c'est de se dire, on a effectivement cet asservissement de la micromobilité en fonction du type d'usager. Et ce que je ne vous ai pas dit là avant, c'est qu'on a mis aussi de la communication directement sur des véhicules d'urgence et ou sur des véhicules du style transport en commun pour pouvoir prévoir en fait leur arrivée et leur donner bien sûr la priorité au feu à chaque fois que ce type de véhicule arrive. Ça permet bien sûr de sécuriser, de donner en fait cette priorité-là, mais aussi quelque chose qui paraît peut-être anecdotique, mais diminuer la pollution sonore des véhicules d'urgence. Celle qu'on entend juste là. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'est pas tout. On dit ça, c'est qu'un outil. Tout ce qu'on a pu, on a mis des années pour mettre un outil en place qui est à disposition des contrôleurs de gestion et autres. Ce que l'on a fait, ce qu'on a vu avec d'autres, c'est que si on n'est pas capable de donner les moyens aux gestionnaires de la mobilité et aux villes d'appliquer leur politique de mobilité d'une façon simple et didactique, ça ne servira pas à grand-chose. Donc on a dû aussi montrer la possibilité pour un contrôleur de gestion de se dire, voilà, moi j'ai une politique qui est plutôt sur le vélo. Et donc et on applique directement cette demande, on va dire, de priorité vélo sur en fait la partie algorithmique qui va dire, là je vois plus de vélos, donc je donne soit la priorité à ces vélos,
ou soit je fais une protection plus par rapport au vélo. On est allé un peu plus loin. Vous savez que Paris n'est pas la ville la plus facile dans laquelle on peut se déplacer, mais c'est de voir en fait quand des vélos passent au rouge et des véhicules à risque sur le type de carrefour, être capable de pouvoir anticiper ça et de pouvoir en fait réguler les feux aussi pour éviter en tout cas toute problématique sur ces types d'usagers. Mais le contrôleur de gestion peut vouloir donner priorité aux véhicules, transports en commun, transports en commun et ou véhicules d'urgence, et donc leur donner en fait la possibilité d'une façon très très simple, comme sur un smartphone, pouvoir dire ben voilà, moi je veux maintenant soit économiser du CO2 ou soit même aller alerter les gens de moins prendre leur véhicule et donner la priorité aux transports en commun. Donc ça c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui en fait découle de tout ça? C'est même si on donne en fait ce type d'outils aux villes, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est nous, c'est les citoyens. Il faut qu'on puisse changer nos comportements. Et pour changer nos comportements, c'est connaître quel est l'impact de nos comportements sur la pollution, mais pas que, sur le trafic aussi, et l'impact aussi de nos comportements qui peuvent s'améliorer soit en pénalisant ou soit en incentivant le bon comportement. Je m'explique. On a mis en fait en place, ça c'est des sortes de POC où on a montré effectivement d'avoir une sorte de gamification, de se dire voilà, je prends le vélo ou je prends on va dire un véhicule partagé ou transport en commun, quel est mon impact CO2 et quel est mon impact par rapport à la pollution, et je peux me comparer avec d'autres citoyens, et la ville peut, si elle veut, récompenser via des transports en commun gratuits sur les meilleurs comportements ou autres, mais elle peut arriver à incentiver en fait les citoyens et ou les pénaliser aussi, sachant, attention, tu prends ta voiture là, ça risque effectivement d'être, tu vas mettre 2 fois plus de temps que si tu prends un vélo ou autre. Donc ça, cette approche, c'est l'approche ultime, et si elle n'est pas faite, tout ce qui peut être fait en technologie et autres, etc., ne servira à rien ou pas grand-chose. Donc on a dû aussi rajouter une approche participative pour stimuler ces comportements, avec des actions qu'on implémente, mais aussi des rétroactions. On arrive à montrer aux citoyens, alors pas simplement avec des smartphones, mais aussi sur des panneaux à messages variables, ce que vous voyez là, les niveaux de pollution, mais aussi les niveaux d'activité par rapport à la prise de vélo, par rapport à la prise de transport en commun, ou pour leur donner en fait un feedback sur leur action par rapport au temps de parcours et par rapport à la pollution atmosphérique. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à gérer cette partie-là, on arrive à changer les comportements, donc on arrive en fait à lisser cette pollution ou même à la diminuer et à éviter tous les pics de pollution. D'où ce qui a été effectivement développé et sur lequel on a déjà pas mal travaillé qui existe. Donc cet outil, c'est qu'un outil, d'accord, qui existe. Donc la technologie existe, l'outil existe. On a rajouté alors, ce qu'on appelle le V2X pour pouvoir mettre ce type d'application compatible avec tous les véhicules autonomes qui vont arriver ou qui arriveront, qu'ils soient des navettes autonomes ou autres. Donc tout ça, c'est compatible. Donc la voiture autonome peut rouler avec une communication permanente avec l'infrastructure, mais ça pourra se faire que si on arrive à donner une prise de conscience aux utilisateurs, aux usagers, de ce qui est possible, de ce qui doit être fait, du comportement à changer, et de les récompenser en fonction de ces nouveaux comportements. Alors, ça a eu un prix au WEF, au World Economic Forum. On a eu le prix d'une des 20 solutions ayant le plus d'impact potentiel sur le climat. Donc, on est très content. En tout cas, elle a été remarquée. Et par contre, soyons clairs, on en est encore très très loin. Alors, c'est la France. Hein, c'est le gouvernement français qui a été condamné par le Conseil d'État à 20 millions d'euros d'amende parce qu'elle n'a pas lutté assez contre la pollution. Il n'y a pas que l'État. J'en appelle aux collectivités. Les villes, c'est très compliqué quand j'arrive avec ce type on va dire, de sujet, d'appréhender ce sujet, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Non, c'est assez siloté, ça prend trop
ça concerne en fait trop de services différents et il n'y a pas en fait d'adhérence sur on peut agir maintenant pour la pollution de l'air. Et soyons clairs, la pollution de l'air, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est que c'est pas un sujet. Les 10 millions de morts, c'est pas un sujet sur lequel en fait on prend sérieusement et c'est en tant que citoyen, en tant que gouvernement et en tant que collectivité. Donc je rappelle aussi un peu, on réveille un petit peu là-dessus. Il y a des choses qui existent, on peut travailler tous ensemble pour que les choses s'améliorent. Mais si on fait rien, on continuera simplement à payer des amendes alors qu'on pourrait faire autre chose avec cet argent-là et on continuera à avoir beaucoup de morts sur cette partie-là. Donc on va dire, ayons un air un peu plus pur grâce à une mobilité plus intelligente. Donc c'est un premier pas. Je ne dis pas que c'est la solution qui va tout faire. Est-ce que les véhicules électriques 100% seront la solution? J'y crois pas non plus. Pourquoi? Parce que il faut quand même descendre à la charbon et ou on va dire à pétrole pour pouvoir alimenter ces véhicules électriques. Véhicules électriques, qui dit électrique, dit aussi pile avec du lithium, terre rare. Enfin bon, on n'est quand même pas sur un monde encore idéal. On n'a pas une solution idéale aujourd'hui, soyons clairs. Mais si on attend d'avoir la solution idéale pour pouvoir agir, on continuera, le nombre de morts de toute façon continuera à augmenter et on n'arrivera pas à améliorer la situation. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut agir comme on peut. Est-ce que c'est la solution? À la limite, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on a envie de tous travailler ensemble pour que ça se fasse? Et aujourd'hui, je dirais que c'est encore assez compliqué. Donc c'est aussi un appel à ce que gouvernement, collectivités et secteur privé puissent s'allier pour vraiment qu'on puisse lutter ensemble. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur Gervais. Est-ce qu'on a des questions pour Monsieur Gervais? Bon, mais moi, je voudrais vous poser une couple de questions, si ça ne vous dérange pas. D'abord, je voulais juste préciser un point, en fait. Vous avez parlé des pics de pollution. Là, on parle pas forcément de réduire le montant d'auto qu'il y a sur la route, mais d'éparpiller un peu la pollution à travers plus de temps, si j'ai bien compris. Donc, en fait, il y a deux choses, pour être clair. C'est effectivement, je parlais de la pollution et des pics de pollution. Donc, vous avez des pollutions récurrentes, et parfois, le matin ou le soir, etc., vous avez des vrais pics de pollution. Donc, c'est de pouvoir, en fait, soit de lutter sur ces pics de pollution, c'est-à-dire que on laisse la mobilité telle qu'elle est tant que tout va bien, entre guillemets, ou tant que tout va pas trop mal, et on va sur de la discrimination sur les types d'usagers quand ça va mal, ou quand ça commence à aller mal, et pour éviter que ça aille mal. Donc ça, c'est la première solution qui est possible. Et la deuxième, c'est de se dire, on fait vraiment une diminution de pollution permanente. Et là, on va sur la mobilité douce, priorité numéro 1, et ou le transport en public, priorité numéro 1. Voilà. Donc il y a effectivement les deux, et merci d'avoir précisé, oui, bien parce sûr. que ce sont les deux possibilités d'utilisation. On peut s'asseoir si vous voulez. Allez. Donc là, vous avez parlé un peu de la situation en France, et vous avez même touché au Canada un peu. Qu'en dites-vous de la situation, par exemple, en Chine ou même en Californie, par exemple, avec le taux de pollution qu'il y a là? Est-ce qu'une solution comme ça serait possible ou vraiment changera la situation drastiquement? En Californie, oui, ça c'est clair. Surtout Californie, justement, par rapport aux villes et aux métropoles californiennes. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, il y a changer le type. Ce qui est compliqué, c'est changer les habitudes des usagers. C'est ça, j'allais vous demander. Donc, certaines villes de Californie, pour moi, sont prêtes. San Francisco et autres. Los Angeles, je suis moins sûr. Ce sera un peu plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, il y a des villes qui sont mûres, entre guillemets, d'écouter ce discours-là. En Chine, les choses, pour moi, aussi sont aussi faisables. En Chine, par exemple, vous n'avez aucun scooter. Enfin, tous les scooters sont électriques, par exemple, déjà. Okay. Ils ont quand même imposé certaines choses. En Chine, ça peut améliorer effectivement la pollution de l'air sur des villes comme Shanghai ou autres. Il faut quand même qu'il y ait des pistes pour les cyclistes. Il faut qu'il y ait un transport en commun qui soit quand même développé pour arriver à donner des alternatives aux usagers. Et sinon, effectivement, c'est pas viable. Oui, je comprends tout à fait. Mais je trouve qu'à Paris, peut-être, ou en France, il y a plus de vouloir, je ne sais pas, au niveau du comportement du public en général, et peut-être, c'est comme ça, vous dites, ça dépend un peu de la mentalité, quoi, des communautés. Alors, il y a ça, mais aussi le fait que, soyons clairs, qui connaît l'impact de sa mobilité? Personne.
Et est-ce que je prends un vélo ou je prends un transport en commun et je vois la différence prendre par exemple un pick-up. Alors j'ai pas de pick-up, hein, c'est pas le sujet, mais ou alors c'est d'être capable de pouvoir donner ces informations aux usagers, qu'ils puissent comparer aussi ce qu'ils font tous les jours, l'impact de ce qu'ils font par rapport à la pollution. Et là, c'est déjà donner une première conscience. Ensuite, c'est d'aller sur cette gamification pour pouvoir se comparer aussi, peut-être avec d'autres, mais aussi se dire, bah là, je fais mieux que ce que je devrais. Et soit je gagne des points, soit je gagne je sais pas quoi. Mais d'avoir quand même ce côté gamification nous semblait aussi assez sympathique pour pas être dans la pénalisation systématique. Ouais, ben c'est ça. Et je pense que, par exemple, l'application dont vous avez parlé, ça aiderait beaucoup à déjà juste être au courant et savoir et avoir la connaissance de nos impacts. Où est-ce que vous en êtes rendu avec l'application jusqu'à date? Alors là, on montre que c'est possible. OK. On n'a pas déployé l'application, soyons D'accord. clairs, c'est un POX, comme j'ai dit. Là où on cherche, c'est vraiment, on cherche à collaborer avec des métropoles pour pouvoir aller plus loin. Parce que cette application qui n'est pas liée en fait avec la politique de la ville sur la mobilité, c'est pareil. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, il faut que la politique de la ville autour de la mobilité puisse alimenter cette application. Il peut y avoir effectivement on va dire des zones scolaires et autres qui sont gérées différemment. Et là, il y a une politique aussi par rapport au transport en commun, par rapport au vélo, etc., qui sont en place et sur lesquels il y a des investissements. Il faut que ces investissements puissent avoir un retour Oui, bien sûr. par rapport aux usagers. Donc pour moi, les deux sont liés et c'est un tout qui est un peu compliqué parce que ça veut dire aussi, soyons clairs, que les collectivités se mettent un peu à nu par rapport à leur politique de mobilité et c'est un retour par rapport à ce que les citoyens en pensent ou voudraient ou sont capables de faire. C'est ça. Mais tant qu'on ne sait pas à quoi ça va avoir l'air, peut-être on n'y pense pas. Mais je me demande un peu, ça va quoi être l'impact quotidien pour l'usager quotidien? Donc, est-ce que c'est-à-dire qu'on peut-être il y a certains autos qui vont être priorisés, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a d'autres autos qui vont être dépriorisés. Est-ce que ça risque d'être en retard pour leur rendez-vous et par la suite, ça cause des contraintes? Je sais pas. Non, c'est clair. Ça veut dire qu'effectivement, si on veut vraiment aller jusqu'au bout du modèle et utiliser ce modèle-là au plus strict possible, ça veut dire que prendre le vélo ou prendre les transports en commun, on ira plus vite que prendre sa voiture individuelle. Mais ça peut aller aussi sur d'autres extrêmes. Hein. Si c'est trop pollué, on va dire vaut mieux prendre les transports en commun et pas prendre le vélo aussi. Hein. Donc c'est vraiment cette gestion par rapport déjà aux personnes qui sont sensibles aussi à cette pollution, aux asthmatiques et autres. Ça peut déjà être un outil pour eux pour pouvoir survivre un peu plus et un peu mieux. Mais ça peut aller aussi sur pas se contraindre, mais au moins comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour sa mobilité tous les jours. Et en fait, genre juste en fait décourager un peu les autos en général. Soyons clairs, ça c'est pas pour décourager les autos, c'est ça, attention. Ok, on va faire attention, on va préciser le point. Non, mais c'est parce qu'en fait quand tout se passe bien, les automobiles elles font ce qu'elles veulent entre guillemets. Quoi. Ouais. Mais dès qu'effectivement c'est d'éviter les autos, dès qu'en fait la pollution arrive à un seuil un peu trop élevé ou qu'elle risque d'arriver à un seuil trop élevé. Et là, c'est clair, l'auto, c'est de mettre de côté et l'apprendre que quand les choses vont bien, que je peux être sûr d'arriver à l'heure à mon rendez-vous ou aller au cinéma ou autre, etc. Mais attention pour le reste, faites autrement parce que alors c'est pas la vie d'autres qui en dépendent, mais c'est surtout le dérangement que je peux faire par rapport à la mobilité des autres, à la pollution et à l'impact que je peux avoir. Et quand dites-vous des autos électriques, est-ce que ce sera priorisé du même niveau que les autres autos ou... C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Hein. Je vous ai dit ce que je pensais des voitures électriques, hein, qui sont très bien hein, par rapport à d'autres. La priorisation serait plutôt pour les véhicules partagés. Ok. Genre un carpool. Voilà, exactement. Là, oui, effectivement, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Les voitures électriques, on en a un petit peu parlé. Ça devrait être priorisé sur certaines villes. Pourraient se dire, c'est priorisé par rapport à du diesel. Et là-dessus, on est ou d'autres voitures à essence. Mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et là-dessus, je dis oui, ça dépend en fait de ce que veulent faire les villes. Mais c'est possible. On serait capable de le faire. C'est-à-dire, dans votre modèle proposé, vous allez être capable de détecter quand il y a plusieurs personnes dans une auto pour... On pourrait le faire. Pour montrer que c'est un véhicule partagé. Quoi. On pourrait le faire, effectivement. Soit c'est effectivement quelque chose qui était déclaré. Après, il y a
il y a l'application sur laquelle on peut se déclarer sur du carpool, comme vous dites ici, voilà. ou autre. Carpool. On a beaucoup de questions, c'est génial. Bon, on commencera en arrière, s'il vous plaît, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Hop là, j'ai du mal avec le micro. Oui, la transparence des données sur la qualité de l'air, y compris dans les transports publics, pose souci, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde les métros ou même les salles de classe qui aèrent à partir de l'air extérieur, effectivement, ça peut créer un peu des angoisses, puisque effectivement, ce qu'on respire n'est pas fantastique. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi détourner les gens des transports publics parce qu'ils vont avoir peur de rentrer dans des métros pollués? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, ça, c'est un vieux débat aussi, comme la qualité de l'eau, d'ailleurs. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai discuté de la qualité d'air avec des collectivités, elles ne préféraient pas que ces données, ou même voir ces données, et corrigez-moi, je sais qu'il y a des collectivités. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'était mauvais, on n'avait pas les moyens d'eux. D'accord? De pouvoir en fait être transparent sur les données, mais de donner des moyens pour pouvoir en fait diminuer cette pollution, comme ce que j'ai montré là, mais sur les transports en commun ou autres, sur les salles de classe, c'est aussi de pouvoir aérer plus ou moins automatiquement, etc. Et pour moi, la transparence des données, même si ça peut effrayer au début, mais si on est capable de donner certains moyens pour améliorer les choses, pour moi, c'est quand même, ça me paraît nécessaire. Ça peut détourner, peut-être, certes, mais dans le métro, est-ce que c'est plus pollué que dans les embouteillages sur une avenue ou autre? Donc il faut relativiser ça aussi avec le reste. Mais c'est possible, mais pour moi, la transparence me paraît quand même bien, dans le moyen terme. Il nous reste le temps pour une dernière question, juste ici. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Ce qui est plus dur à faire, c'est changer le comportement des consommateurs. Les grandes agences marketing existent, entre autres, pour ça. Ce que votre modèle propose, en fait, c'est une espèce de gamification, donc attribuer un bonus aux cyclistes qui utiliseraient le transport actif. Mais comment vous proposez d'attribuer ce bonus-là si les caméras vont seulement donner du texte, en fait? Comment on va attribuer à un citoyen qui aurait un comportement voulu ou mieux pour son transport? Si on ne sait pas c'est à qui il faut l'attribuer, puisque la caméra va juste... Ah oui, c'est important de le dire, la caméra, c'est anonymisé, on ne sait pas qui fait quoi. On est absolument d'accord là-dessus. Après, c'est pouvoir être capable d'utiliser les données de transport public, de la carte d'abonnement, j'ai loué une voiture ou je fais du partage de véhicules. Donc c'est plutôt de gamification autour de ça. Mais la personne qui prend que son vélo privé par rapport à son véhicule, c'est sûr que la gamification va être un peu compliquée sur ces sujets-là. On est plus sur du partage de bonnes pratiques par rapport à des comportements, mais sur ce qu'on peut tracer. Et on n'arrivera pas à tout tracer, je suis d'accord. C'est plutôt pour les familles ou pour des gens qui veulent montrer ou démontrer qu'ils ont un impact là-dessus. Mais je crois que l'important aussi, c'est le fait que vous prenez d'avance là-dessus et que vous essayez de réagir maintenant et pas d'attendre la solution parfaite. Donc, de donner tous les outils, c'est une gamme. En fait, on en essaie de donner des outils et de montrer que ces outils peuvent aider à faire des choses. Après, l'utilisation de ces outils, pour moi, c'est des décisions qui sont à prendre au niveau des gouvernements et au niveau des collectivités. Malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste, mais je vous remercie énormément, Monsieur Gervais. Merci d'être là et bravo encore. Merci à toi. Merci tout le monde d'être parmi nous. Il y a une autre conférence qui commence sous peu, donc ne quittez pas. Merci.